Mesdames, Messieurs, peuple congolais, excusez-moi de la qualité de l'image, mais quand on a un cerveau, une âme et une conscience qu'on est raisonnable, et on peut se dire que ce qui compte, c'est le contenu du message que je vais ici vous les lire. Il s'agit bien sûr d'un article écrit par Rigobert Osebi dans le site de la résistance qui s'appelle congoliberty.com et que vous aurez tout le contenu de ce message-là en bas de la vidéo. Je ferai certes un petit peu de décryptage et donner un peu quelques solutions suite à cet article et qui est édifiant, qui va rentrer, édifiant, qui va rentrer dans les annales aussi quelque part de la résistance avant la chute inévitable et inéluctable du dictateur Denis Sassou Nguesso. Donc, je vais d'abord commencer par lire ce message et puis le décryptage que je pourrais vous faire succinctement, ni plus ni moins. Merci. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici les contenus de ce message. D'abord en titre, Sassou Nguesso, le distributeur de billets de banque, vient faire son cirque écologique au président Macron. L'article a été publié le 31 août 2019 par congoliberty.com. Et en photo que vous allez voir, que vous avez peut-être vu sur cette vidéo, c'est la photo entre le tyran Sassou Nguesso et le président Macron. Ce fut le 12 octobre 2018 à Erevan, Erevan, c'est où là? Erevan, c'est en Arménie. C'est ça. Erevan, la capitale de l'Arménie. C'était lors du sommet de la francophonie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici les contenus de ce message ou de cet article. Le dictateur congolais repassera par Paris pour quelques jours à partir du 2 septembre prochain. Le putschiste multirécidiviste sera reçu par le président Macron à l'Élysée le lendemain. Ce dernier n'a vu le jour qu'à la fin 1977, année des assassinats des présidents Marien Ngouabi, Alphonse Massamba Deba et du cardinal Émile Biayenda, à l'origine du pouvoir de son visiteur. Alors, au sortir du brillant G7 de Biarritz, marqué par son indéniable volonté d'avancée diplomatique et de recherche des solutions innovantes, s'est retrouvé face aux symboles préhistoriques de la France-Afrique et de ses encombrantes casseroles. Cela apparaît en totale contradiction avec l'image qu'il a voulu donner de lui et du pays qu'il dirige lors de ce sommet. Si Denis, la mallette, est devenu infréquentable, il peut malgré tout encore compter sur des bons lobbyistes à Paris. En tout bien, tout honneur, assure-t-on en flight, mais on ne couche pas, comme le disait également Jean-Yves Le Drian, l'actuel ministre français des Affaires étrangères. Pourtant, c'est le pire ami que l'on puisse avoir
et cela vaut avant tout pour la France, dernièrement révélée honteusement à demi-mot par Le Figaro. La France et l'Europe, avec elle, ont perdu la prépondérance sur l'institution de Washington. L'acquis des accords de Bretton Woods a été définitivement détruit par le désordre que Denis les Mallettes y a sémé d'abord sous l'ère de Dominique Strauss-Kahn qui, puis, contre toute attente avec Christine Lagarde. Le bureau de l'éthique et celui des affaires internes du Fonds monétaire international alertaient d'abord sur les dérives de Yahya Moussa pour les PPTE, les ont glissés sous les tapis. Elles y ont été rejointes sur les travers répétés dans la recherche d'un accord pour un emblématique plan de sauvetage. Finalement, le coopéré est discrètement tombé. Les USA ne laisseront plus un Français à la tête du Fonds monétaire international. Aucun autre média que le Figaro n'a soulevé ce problème. L'institution washingtonienne a l'esprit des WASP, White Anglo-Saxon Protestant, toujours fortement ancrée depuis sa création, s'est longtemps mordu les lèvres et a laissé faire, sans rien dire, les dérives latines conduites par les équipes de DESCA dans le dossier congolais du PPTE, notamment sur la surévaluation de près de 2 milliards de dollars de paiements effectués en faveur des fonds vautours américains, dont l'administration du FMI avait reçu de ces derniers et notamment du puissant créancier Elliott les justes montants qu'ils étaient en droit de réclamer. Le riche Congo d'alors, qui voulait se faire passer pour un pauvre pour bénéficier du PPTE, avait multiplié par 6 ou 7 fois les montants qui avaient été payés au fonds vautour. Ces chiffres avaient été acceptés par le FMI de DESCA et de Yahya Moussa. Mais où était passé l'argent de la différence? Puis, à partir de 2016, toujours à cause du Congo de Sassou Nguesso pour son plan de sauvetage, les dérives des équipes de Christine Lagarde qui avaient péché dans un travers contraire sous la sous-évaluation de la dette congolaise, notamment avec les créanciers des traders Glencore et des Trafigura pour un montant de près de 2 milliards de dollars également. Le Congo pauvre était obligé de maquiller ses comptes pour cacher le désastre de la mauvaise gestion et l'ampleur de la corruption du système. Et toujours la même question. Où est passé l'argent? La nomination de la Française Christine Lagarde pour la succession de Mario Draghi à la tête de la BCE avait été annoncée le 2 juillet, mais ne saurait effacer sa responsabilité dans l'accord honteux du FMI 10 jours plus tard pour le plan de sauvetage de Denis Sassou Nguesso, bien plus que celui de la République du Congo. La Blanche Colombe, par son accord,
a donné raison au tyran congolais qui se vantait. Christine ne peut rien me refuser. 15 missions s'étaient rendues à Brazzaville pour négocier avec des représentants véreux, pour la plupart à l'image d'un Gilbert Ondongo, ministre de l'économie et ex-ministre des Finances épinglé pour corruption au Portugal avec José Veiga, et de son acolyte Jean-Jacques Bouya aux grands travaux au service de la Chine, bien prospère avec un magot de plusieurs milliards de dollars planqués à Macao. Pas une tête gouvernementale n'est tombée. Pas un membre de la famille du kleptocrate n'a été inquiété. Pas la moindre concession démocratique ni le moindre prisonnier libéré. Pour conclure un accord, il a fallu néanmoins tout le savoir-faire et l'expérience d'un nouveau chef lors des dernières missions, Alex Segura. Il est vrai qu'il s'était retrouvé en quittant son poste de Dakar le 25 septembre 2009 dans une malheureuse affaire de mallette bourrée d'argent. Meilleur ami de la Chine en Afrique, alors que le président français tente d'organiser la résistance contre l'avancée de Pékin sur le continent africain, le dictateur organisera dès son retour au Congo du 10 au 12 septembre un forum intitulé Investir en Afrique avec la République populaire de Chine à travers la Banque de développement de Chine et le ministère chinois des Finances afin de favoriser les investissements publics privés des partenaires chinois pour la plupart. C'est dans ce contexte franchement nuisible, sincère et inamical que Denis Sassou Nguesso va rencontrer le président Macron pour solliciter sa contribution financière dans le fonds bleu. Personne ne connaît encore le montant de la participation de la Chine à sa tentative d'extorsion du fonds au prétexte de la sauvegarde de l'environnement dans le bassin du Congo, dont la plus grande partie se trouve de l'autre côté du fleuve, en République démocratique du Congo. Denis Les Mallettes a déjà beaucoup reçu de la France, plus que tout autre pays ou dirigeant africain. Une générosité supplémentaire à son égard ne sera pas une garantie d'un meilleur comportement de sa partie, ni envers ses populations, ni envers ses partenaires. Bien au contraire. Et comme il ne tient jamais ses promesses, qu'il exécute d'abord ce que l'on attend de lui avant toute demande soit faite. Ce pouvoir qui a fait sombrer tous les espoirs réels de développement du peuple congolais et qui l'a totalement appauvri a été créé il y a 41 ans par un duo Chirac-Elf, l'âge du président Macron. Il est temps d'évaluer tous les dégâts qu'il a causés. À tous, y compris à la République française, en espérant que ce président, qui a l'âge de nos souffrances, ne fera pas mentir Abraham Lincoln, qui disait « Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps. Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps. Mais vous ne pouvez tromper tout le monde tout le temps. » Rigobert Osebi, diffusé
le 31 août 2019 par congoliberty.com. Mesdames, Messieurs, ceci dit. Bon, je vous informe, hein, moi je suis toujours resté du côté de la raison. Hein. Oui, donc vous savez que c'est un monde qui est un peu bizarre, on peut tout dire. Hein. J'ai résumé dernièrement les pensées d'Albert Einstein qui avait déjà dit que le point commun entre la bêtise humaine et l'univers, c'est que tous sont infinis. Quoique Albert Einstein n'en avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concernait l'univers. Donc nous sommes quelque part dans la bêtise et la connerie humaine. L'autre pensée que j'avais pensé que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent faire sans rien faire. Et troisièmement, il faut se dire que bon, qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Quatrièmement, il faut se dire que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser notre mode de pensée. Et enfin, la cinquième citation d'Albert Einstein, que je peux vous la donner, la vie c'est comme la bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez par exemple pu voir, moi, déjà pour les médias français qui sont là, que je respecte beaucoup, parce que derrière ces médias, il y a des enjeux économiques, et il y a beaucoup de trucs derrière, hein. Donc les entreprises et tout ça. Bon, parfois les gens ont l'air conscience, parfois ils se disent que voilà. Donc moi personnellement, déjà ce que j'ai pu voir déjà pour les 10 dernières années, je peux vous le dire que voilà les médias que j'aime. La France pendant la dictature de Sassou Nguesso. Je ne peux pas vous, c'est pas une invitation à autre, mais je pense que la chute de Sassou Nguesso, et il faudra en tenir compte. Mais ce sera mon milieu que je serai là dans cet état d'esprit. Je dis que au premier niveau, je parle de Mediapart à travers son blog. Parce que ce n'est pas Mediapart qui nous donne, mais il y a un blog où il y a beaucoup d'informations sur le Congo. Il y a aussi beaucoup de Congolais qui donnent des idées hein, sur le blog, qui est très très important. Quand vous allez sur le blog Mediapart, vous aurez beaucoup d'informations sur le Congo, dont la plupart aussi des Congolais qui diffusent ces informations. Parce qu'on ne peut pas être spécialiste du Congo sans les Congolais eux-mêmes. Donc, Mediapart a compris ça. Il a mis ce blog-là pour eux et donné aussi, c'est peut-être une certaine visibilité aussi. Et donc, c'est une captation aussi voilà. Donc, la suite des Sassou, nous aurons aussi, avant, pendant et après la suite des Sassou, il y aura toujours Mediapart sur tous ces blogs. Deuxièmement, moi, je vous informe qu'il y a un média que je respecte, c'est le Figaro. Bon, beaucoup disent, oui, le Figaro, c'est la droite, c'est les capitalistes. Oui, c'est vrai. Moi, côté du marché, oui, je suis pour le marché et je comprends les enjeux. Mais surtout du côté du marché, oui. Donc, le Figaro, il faut se dire que j'ai eu beaucoup d'informations sur le régime Sassou Nguesso, à travers aussi sur le Figaro. Vous savez que ce journal-là a été créé à peine, disons, tantôt après la Révolution française. Je pense que c'était sous le règne de Charles X en 1826. C'est d'ailleurs qui est aujourd'hui l'un des plus anciens médias français, qui date du début du 19e siècle, déjà créé sous le règne de Charles X en 1826. Donc il est toujours là. Donc le Figaro, quelque part, vous avez entendu parler du Figaro dans cet article. Mais chaque fois qu'il arrive des situations, donc il y a des esprits là-bas, malgré les enjeux et autres. Donc il faut rester là, dans l'esprit de se transformer, parce que ce monde devient de plus en plus interdépendant et que les gens informent, puisque l'Afrique, aujourd'hui l'Afrique francophone, oui, comparé des blocs contre blocs, le monde francophone tient de l'Afrique. Si l'Afrique se relève à cette échelle déjà du bassin du Congo, de la francophonie, le Figaro pourra toujours avoir un grand marché sur ces problématiques médiatiques à venir. Que nous étions partis de la média classique, nous sommes passés au réseau global, et tout ce que j'avais déjà pris comme article, en tenant compte d'un article qui a été publié par un média canadien sur la génération hypervisible. Donc nous sommes là dans ce système-là, donc média et Figaro. Je dis quand même quelque part,
Et chaque fois que j'ai l'occasion, je vais voir le Figaro. Et au moment venu, bon, je serai toujours du côté de ce média que je pense que du côté du business et des affaires, et oui, il faut en tenir compte. Et sur ce plan, j'avais même fait des articles sur un forum à l'époque, aux environs de 2009-2010, et ils s'en souviennent. Bon, j'ai vu ça chaque fois qu'il revient, donc ils sont de l'esprit. Bon, donc, en troisième position, je parle des nouvelles ops. Je pense que ce serait côté, je sais pas, centre ou gauche, je sais pas. Bon, bon. Quatrième, c'est Libération. Le cinquième, je dis Le Point. Et donc, ça, c'est médias que, en fonction de ça, que, et oui, donc, il faut toujours avoir les meilleurs amis. Les amis de nos amis sont nos amis. Bon, donc, sur ce plan médiatique, qui c'est ensemble, je peux vous dire, ces cinq médias précités, c'est ça que chaque fois que je vois. Bon, le reste Internet. Bon, bref. Mesdames, Messieurs, ceci dit, j'en termine cet article éloquent qui est très important. Je vous dis que pourquoi nous sommes bloqués aujourd'hui. Comment trouver les solutions de déblocage. Nous sommes bloqués parce que déjà que par principe, le peuple n'a pas pris ses responsabilités pour les dégager Sassou Nguesso. Il n'a jamais été aussi faible depuis 2015 jusqu'à nos jours. Mais pourquoi ça bloque? Déjà, il faut se dire que par principe, c'est que le peuple congolais est divisé. On a divisé ce peuple depuis des années. Il faut se dire. Parce que nous n'avons pas franchi les barrières de la raison et les sons d'intérêt général. Mais bien sûr que c'est un peuple qui n'est pas éduqué, traumatisé, brutalisé et tout ça. On ne peut pas aussi donner ou oui, tort à ce peuple. Non, c'est un peuple qui aujourd'hui, au vu de la situation, donc on le sait. Alors, comment trouver les solutions de blocage, hein, de déblocage pour débloquer la situation? Je pense que pour moi, il faut commencer à résoudre cinq problématiques majeures. Et en, en cherchant à résoudre ces cinq problématiques, nous pouvons trouver la voie noble, même légale, légitime et même consensuelle et autres pour s'en sortir de cet état de crise, du, du déclassement, de la décivilisation et du déshumanisme qui se passe au Congo. Sachant que le pays là est tenté d'entrer dans les ténèbres. Mais les régimes politiques passent, les peuples demeurent, ils ont toujours le temps de se régénérer. On a vu des pays qui, à un moment donné, c'était devenu presque des poudrières. Mais il y a eu des volontés qui, en politique, économique, intellectuelle, même militaire, qui ont dit non, stop, on ne va pas se détruire par notre pays, par un être mortel qui va partir, qui fait sa tête. Aujourd'hui, Sassou Nguesso juste sa survie. Les priorités de Sassou Nguesso ne sont plus de ces priorités du Congo. Les priorités, c'est de sa survie. Et comme il cherche des alliés pour sa survie, en disant que le Congo, c'est un pays riche, au niveau des ressources du Congo, les ressources sont colossales, et donc lui, il veut vendre ça pour sa propre survie. Est-ce que nous allons laisser ça? Les problèmes de la France, des États-Unis, de tous ces gros requins, ça ne nous concerne pas. Hein, la guerre entre la France et la Chine ou les États-Unis, ça ne nous concerne pas. Mais on compte tout de même sur ça, parce que le monde est interdépendant, les gros poissons mangent des petits poissons. Mais comment trouver les solutions des déblocages? Et c'est les cinq problématiques que nous, intellectuels, cadres, civils, politiques et militaires, nous devons commencer déjà à repenser. Et c'est à ce moment-là, si nous pouvons mettre ça dans l'immédiat, le déblocage sera total. La première problématique qu'il faut chercher à faire, c'est la problématique France-Afrique. La France joue ses intérêts vitaux dans cette sous-région du bassin du Congo. Il y a des accords majeurs entre les grandes puissances. Si vous avez un pays faible, bon, on dit bon, on fait des contreparties. La Chine et la France, on ne sait pas ce qu'ils font avec le Congo. On ne sait pas. Nous ne connaissons pas ces enjeux-là. Mais comme ils ont un pion, on ne peut pas tout renoncer, civil, politique, militaire, bon, ben, ils jouent leur partition. Mais comment nous allons mettre ensemble que nous avons le bien commun, qui est déjà le Congo, qui n'appartient pas, qui appartient d'abord au peuple congolais. Puis, il faut se dire qu'il y a des partenaires économiques et qui sont notamment la France, avec sa France-Afrique,
La Chine aujourd'hui, la Russie, les États-Unis, tous les grandes puissances qui sont là, dans la sous-région qui est désormais stratégique, puisque nous avons un gros voisin qui est à côté, la République démocratique du Congo, dont le Congo aussi est stratégique. Donc, sur ce plan-là, nous devons trouver les solutions d'arbitrage, de synergie, de positionnement, sur ce qui peut être déjà à l'échelle de la France-Afrique. Si on ne trouve pas des solutions à l'échelle de la France, il faut aller chercher d'autres partenaires qui sont, par exemple, la Chine, pourquoi pas la, 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 les États-Unis et autres, donc les blocs contre blocs. Mais quel pays aujourd'hui au monde qui peut dire non? Comment on peut faire? Mais la France, quelque part, sur la France-Afrique, il faut dire que c'est un suicide. Donc jouer ces jeux-là, qui depuis la fin de la guerre froide, datant de plus de, aujourd'hui de 30 ans, et avec l'arrivée d'Internet, mais des réseaux sociaux, les déplacements des centres de décision vers l'Est et tous les équilibres en cours, la France, quelque part, se fait piéger. Déjà, les problématiques de FMI, qui certainement ne va plus être aux mains des Français, parce que les anglo-saxons sont des protestants. Les protestants, regardez, nous avons eu un premier ministre protestant français. Vous voyez comment il a laissé la France quand même dans un état, oui, 5 ans. Et Lionel Jospin, c'était un protestant, c'est un protestant. Vous voyez comment il a géré 97 à 2002. Même s'il n'a pas été élu, mais quelque part, c'était quand même la plupart, les gens qui ont gouverné la France, c'était des cathos, latinos, voilà. Mais il y avait la culture, Jospin avait la culture un peu protestante qu'on voit en Europe du Nord, et ce qu'on a vu, même anglo-saxon. Vous voyez déjà ça. Donc, sous le plan de la France-Afrique, il faut trouver des solutions d'arbitrage, de synergie, de positionnement et de stratégie pour que nous, au sein des officiers déjà de la diaspora congolaise de France, trouver l'équilibre à cette échelle. Si on ne trouve pas les solutions, on n'est pas que la diaspora congolaise de France, mais il y a d'autres diasporas aussi. La diaspora congolaise américaine, elle commence à peser contre la France. Mais avec l'intrusion de la Chine, avec ses alliés, on ne sait pas. Donc, il faut trouver ces justes jeux entre les grandes puissances qui ont trouvé là, que, voilà, nous sommes les proies. Donc comment même les proies ont toujours cherché des stratégies pour s'échapper des prédateurs. Donc nous devons trouver ces justes équilibres pour avancer ensemble. Donc la problématique, c'est résoudre d'abord la problématique de France-Afrique. La deuxième problématique est celle des passifs des uns et des autres, parce qu'on a tué des gens depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Ces gens-là, beaucoup de ces tueurs ont été neutralisés eux-mêmes. Mais les gens qui ont commandité ces crimes, ils sont parmi nous. Donc ils ont peur de beaucoup de choses qui sont passées. Déjà, prenons le cas depuis les Souba, en passant par Sassou Nguesso 2 et 3 aujourd'hui. Mais rien ne se crée, rien ne se perd, tout se ressemble, ils se connaissent entre eux. Mais comment trouver les solutions pour que chaque personne sort tête haute? Donc tous les enjeux, comme l'Afrique du Sud a fait déjà de la commission vérité et réconciliation. Donc il faut trouver tous les trucs comme ça. Moi j'ai des idées, moi, pour trouver ça. Parce qu'il y a les gens là, regardez d'ailleurs ce qui s'est passé en 2015 à nos jours. Il y a des gens qui ont été du côté du pouvoir, la France-Afrique, ils ont bloqué, ils ont fait tout, mais eux, ils ont aussi peur de l'après. Donc tout ça, il y a des blocages, étant donné qu'à l'échelle de notre pays, il y a l'électorat n'est pas comme l'électorat on voit en Occident. Donc ils n'ont pas, oui, ils sont toujours d'appartenance tribale et il faut attendre un donneur d'ordre, des tribus et autres. Donc s'il y a des gens qui contrôlent les tribus majoritaires, les blocages, ils peuvent tout faire. Donc comprenez que les passifs de ces uns des autres nuisent gravement au déblocage de la situation. Donc vous devez comprendre déjà ça. Et trouver les justes équilibres. Et à ce moment-là, si vous cherchez des solutions sur ces problématiques de commission, vérité et réconciliation, commençons déjà par ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Ça ne couvre que 10% de ce que je dis, parce que ça c'est la réalité, mais j'ai des solutions par rapport à la réalité pour que tout le monde sorte. Oui, à travers tous les différents régimes, on a des idées. Mais comment trouver cette solution? Et d'ailleurs, cette problématique du passif intègre aussi la problématique de la France-Afrique. C'est ce qu'après les coups d'État sanglants de 1997, on a tué des gens et beaucoup de choses s'impliquent aussi la France-Afrique.
Mais eux, ils ne souhaitent pas aussi que tous ces 400 000 morts qu'on a tués en 98 à 2002 et tout à la suite. Et bon, donc comment faire au moment que vous n'êtes pas en fonction? Donc il y a les blocages là. Donc il faut trouver des consensus dans le truc sur des accords bien écrits pour qu'on trouve des solutions pour l'aide aux victimes, aux familles des victimes, les devoirs de mémoire et autres. Donc ensemble, on est d'accord. La troisième problématique touche la transition, ça se voit partir. Est-ce que nous allons rentrer dans une démocratie en sortant d'une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène, et même confiscatoire de l'État congolais? Moi, je n'ai jamais vu, je ne sais pas. Hein. Nous, vous avez les mots de pensée des gens qui vivent en Occident, dans où il y a les démocraties, mais là-bas, les réflexes ne sont pas pareils. C'est tout ne se passe pas par un truc comme ça. Il faut voir ce qu'il y a déjà les réflexes, et la réalité, l'écriture et tout comme ça. Ne va pas rentrer comme ça. Comment trouver une transition consensuelle pour qu'on puisse repenser déjà la première problématique et la deuxième, et puis intégrer la troisième qui est celle de la transition. Donc ça rentre dans ces enjeux. Donc il faut réfléchir. Et de cette transition qu'il faut l'avoir, elle est courte, longue, est-ce que ça sert encore de faire des élections comme ça? Non, on ne sort pas d'une dictature à une démocratie comme ça, non, il faut un processus. Mais comment trouver ce processus? Pourquoi on est toujours pressé des démocraties, alors que les démocraties ici, partout dans le monde, fuient des processus? Vous allez par exemple voir, Jerry Rawlings, qui est arrivé par un coup d'État en 1981, a eu 20 ans pour transformer les Ghanéens en démocrates. Et donc, depuis 2001, à nos jours, vous avez vu la démocratie au Ghana. Et il est toujours là le mentor à suivre. Comment nous allons penser là? Est-ce que nous allons à la chute des sations? On a dit oui, démocratie, démocratie. Le fait d'aller faire les majorités ethno-sorties compactes avec les officiers et autres, s'est retrouvé dans la mer de l'Issouba ou de Mokoko qui est élu. Mais voilà. Est-ce qu'on a un peuple? Non. Vous avez tout compris. Donc la transition, il faut la repenser pour quoi faire et comment avancer. La quatrième problématique est celle de repenser le Congo de demain. Comment nous allons repenser nos modes de pouvoir, politique, économique et tout compagnie, en tenant compte des réalités culturelles et des enjeux majeurs. Et la cinquième problématique est celle surtout des problématiques écologiques. Ces puissances-là sont chez nous parce que nous sommes au Congo-Brazzaville, nous sommes 342 000 km² pour 4 millions d'habitants, vous imaginez. Et donc, bon, 60% des forêts de type amazonien. Nous sommes le troisième réseau hydrographique du continent. Nous avons le potentiel de mines solides. Nous avons tout autour et oui, il y a des trucs qui sont encore là, stratégiques. Donc, tout le monde veut s'accaparer de ces ressources. Mais alors que ces besoins de consommation deviennent illimités, il y a des surconsommations, des surcaptations de ça. Mais comment penser là, on présente le juste jeu entre la juste captation et l'équilibre de ces écosystèmes, en tenant compte des valeurs ajoutées que nous pourrons apporter pour la condition humaine au Congo. Avoir libre, digne et heureux ce soir. Et en tenant compte que nous sommes un marché qui est aujourd'hui prédateur, et comment trouver ce truc-là, parce que la Chine, avec ça, ils ne viennent pas pour rien. Vous avez vu ce qui se passe dans la cuvette ouest, et de tous ces enjeux qui sont en train de tout détruire. On va démolir si nous restons dans ce juste marché, laissons à l'éducateur gérer ça, avec les fonds bleus, les lobbying et autres, on va tout nous fracasser. Tout cet écosystème qui va avoir des perturbations déjà à notre propre existence, déjà au niveau du Congo, de la sous-région, du continent et à l'échelle planétaire. Donc les enjeux écologiques reviennent là. Donc il faut trouver des arbitrages, des synergies, des complémentarités pour sortir de cet état de crise tyrannique et pour trouver des mécanismes consensuels pour sortir de ça en pensant que nous sommes dans une planète finie. Et donc cette planète finie, donc nous avons besoin de ce bassin du Congo. Nous avons besoin de l'Afrique australe, nous avons besoin de l'Afrique de l'Est, nous avons besoin de l'Afrique de l'Ouest, nous avons besoin de l'Afrique sahélienne et le Maghreb, nous avons besoin de toute l'Afrique, nous avons besoin de l'Europe, nous avons besoin de l'Asie, nous avons besoin des Amériques du Nord,
centrale et du Sud, qu'on appelle l'Amérique latine. Nous avons besoin de l'océan, nous avons besoin de la terre. Donc, nous pouvons intégrer ces dimensions nouvelles qui touchent les enjeux de développement soutenable. Parce que les processus de développement durable deviennent de plus en plus obsolètes, faire économique, social et écologique. Bon, non, il faut passer d'autres concepts qui sont des développements soutenables. Et nous avons des idées. Et ceux qui connaissent, qui Ayatoga, on le sait. Donc, nous devons aller dans ces mécanismes-là. Donc, en résumé, Emmanuel Macron est pris dans son propre piège du passif de ses prédécesseurs et que la France n'a pas su se décoloniser, comme l'ont fait d'ailleurs la plupart des pays et des ex-pays colonisateurs. Vous avez vu, par exemple, le Portugal n'a plus d'ingérence politique, les hold-up électoraux et autres en Afrique. Alors qu'il y a Guinée-Bissau, le Cap-Vert, l'Angola, le Mozambique et autres. L'Espagne, qui a eu une colonie en Afrique avec la Guinée équatoriale, bon, ben, Obiang fait à sa tête, mais ce n'est pas l'Espagne qui intervient là-bas. C'est lui qui fait sa folie dictatoriale avec l'anthropologie endogène. Bon, l'Italie, je ne sais pas, c'était la Libye et tous les deux, je ne sais pas, l'Éthiopie, bon, je ne sais pas. Bon, la Belgique avec la République démocratique du Congo, il me semble que depuis les années 60, il ne contrôle plus rien, mais il est là, il joue les jeux occidentaux derrière, mais c'est les États-Unis qui contrôlent la RDC. Maintenant, avec l'arrivée de la Chine et aussi, oui, donc, je ne sais pas. Bon, il n'y a pas d'ingérence, oui, la Belgique peut-être, avec, comme la France, voilà. Bon, la Grande-Bretagne, c'est un modèle, parce que la Grande-Bretagne, il n'y a pas d'ingérence de la Grande-Bretagne en Afrique. Tous les pays les plus avancés aujourd'hui qui rentrent dans les enjeux écologiques, tous ceux qui posent les problématiques écologiques majeures, se passent dans le monde anglo-saxon africain, alors que l'Afrique francophone, dans les ténèbres, où on fait des hold-up électoraux, on conspire, on fait ça. Donc la France est prise dans son propre piège qui n'a pas su se décoloniser. Et donc, ça va revenir contre eux parce que là-bas, les gens ont tout perdu. Et que les gros poissons mangent les petits poissons, que les concurrents de la France, et tout ça va jouer ces jeux. Donc, l'éducateur de la France-Afrique, qui aujourd'hui qui deviennent comme des salauds. Parce que, bon, excusez-moi le terme, mais c'est un peu ça, quoi. Donc, on peut. Et oui, bon, au plus au fond, quoi. Bon. Donc, vous comprenez. Donc, c'est ce qui se fait dans le cadre de des salopes, quoi. Au plus au fond, et voilà, donc pour qu'il reste là, mais la France, voilà. Bon, l'Allemagne s'est affranchie de l'Afrique depuis quand l'Arabie s'est colonisée à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais elle est toujours là et elle vend des produits. Donc la France, avec son peu carré, mais que les enjeux de demain sont certes économiques, mais ce n'est pas surtout politique. Parce que le marché, les autres, on a besoin du marché, on a besoin d'économie, même tout régime politique, il faudra innover. Mais les enjeux sont linguistiques. La France a cette possibilité-là, linguistique, d'ailleurs, qui fait que la France est parmi les plus grandes nations de renseignement au monde, parce qu'il y a toute cette Afrique-là, francophone. Donc, si on ne se transforme pas avec ça, nous avons tout perdu. Donc, les enjeux-là sont là. Moi, j'aurais voulu que Emmanuel Macron regroupe les meilleurs penseurs de l'Afrique qui donnent les idées, qui ont créé des commissions ad hoc, ont créé des cadres pour se transformer, qui est, un, du point de vue stratégique, géostratégique, linguistique, et tout ça, on fait ça. Mais au point de vue politique, on ne va plus s'interférer sur la volonté de ces peuples à choisir leurs dirigeants. Il suffit de mettre des pressions hautes, parce qu'on voit les pactes, l'Afrique francophone, la zone France-Afrique est dans la merde. C'est un suicide. Surtout dans le bassin du Congo, qui ne méritait même pas ça. Quand on voit ce qui se passe, la situation du Gabon, du Congo-Brazzaville, la Centrafrique, qui dépend déjà du Congo-Brazzaville et du Cameroun. Le Congo-Brazzaville, bon, déjà dans la merde. Maintenant, c'est la Centrafrique, maintenant, est prisonnier du Cameroun, qui fait aussi avec l'IA, je ne sais pas, les Tchad aussi. Bon, donc, on n'a pas construit tout le dynamisme. Non, l'enjeu de demain est de trouver des équilibres économiques, stratégiques et géostratégiques. En tenant compte que nous sommes dans un truc indépendant, on doit innover et en transformer, mais les barrières linguistiques, la langue restera le pilier de demain. Donc, protéger la langue par l'éducation, par
les conditions de vie en tenant compte des problématiques démographiques. Parce que les ressources, là, c'est des problèmes de démographie. On ne doit plus penser la démographie comme le capital restant. La démographie devient le problème en tenant compte de la pénurie des ressources naturelles. Et donc l'Afrique doit aussi repenser ces problèmes de démographie. Mais nous, au Congo-Brazzaville, on est déjà sous-peuplé, hein, parce que la superficie du Congo, c'est la superficie de la Côte d'Ivoire, de l'Allemagne, du Japon, comparer les populations là-bas. Est-ce que l'Allemagne a 4 millions d'habitants? Est-ce que le Japon a 4 millions d'habitants? Est-ce que la Côte d'Ivoire a 4 millions d'habitants? Le Congo a 4 millions d'habitants avec ses ressources. Donc les enjeux là, il faut les trouver. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Je pense que cette vidéo va rentrer dans vos foyers, dans vos offices hypothétiques, dans vos marchés, mais nous sommes dans le juste équilibre, dans la juste synthèse et dans la juste arbitrage pour qu'on puisse avancer comme la vie à bicyclette. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.